Affaire Cahuzac en France, chiffre du chômage en hausse un peu partout en Europe, nouvelle élection présidentielle en Italie où on attend toujours un gouvernement, crise économique à Chypre, enfin les sujets ne manquaient pas ce matin pour consacrer notre émission à un tour d'Europe avec des journalistes européens, façon Eurovision finalement, qui décryptent tous les jours pour leur quotidien l'actualité française sans perdre de vue bien sûr celle de leur pays. L'occasion donc de leur demander si une fois de plus les Français sont à plaindre, puisqu'ils disent qu'ils sont à plaindre, ou bien s'il y a encore de l'espoir par rapport à d'autres pays européens bien plus mal en point que nous et qui se plaignent peut-être moins, confrontés pourtant à des crises politiques et économiques tout à fait majeures. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur l'actualité européenne en seconde partie, en oubliant pour un instant l'Hexagone, où nous essaierons de comprendre si au fond la crise morale et politique qui nous frappe depuis la semaine dernière n'est pas tout simplement le miroir d'une vieille Europe composée de citoyens qui, au nord comme au sud, attendent des réponses de leur classe dirigeante, et c'est comme ils le peuvent de faire bonne figure face à l'austérité. Alors je disais c'était un peu à la façon de l'Eurovision, il nous manquera le Luxembourg aujourd'hui, mais tout de même nous sommes en compagnie Ladies First d'Anna Navarro Pedro, bonjour. Correspondante pour l'hebdomadaire portugais Visão. Nous sommes en compagnie également de Guichen Vuper. Guiche Vuper. Je vais avoir du mal, vous me reprenez chaque fois, bien sûr. Correspondante à Paris pour Die Welt et pour le Börsen-Zeitung. Oui, exactement. Très bien. Voilà, le journal de la bourse. Et puis nous sommes avec un Italien. Bonjour, Stefano Montefiori. Bonjour. Correspondant au quotidien italien Il Corriere della Sera. Et puis nous rejoindrons en deuxième partie, non pas un journaliste en Grèce depuis Athènes, mais un économiste qui travaille à l'Institut du travail d'Athènes, Petros Linardos, pour la deuxième partie. Alors, quel regard d'abord sur la France portez-vous, monsieur et mesdames, avec cette idée que les Français sont champions de la sinistrose, qu'ils ont le moral à zéro et que nous sommes aujourd'hui, tous les jours font l'actualité majeure de ce qu'il faut parler de transparence. Le Parisien titre assez ironiquement que c'est aujourd'hui la journée du patrimoine, puisque vous le savez, nos ministres vont donc dire ce qu'ils possèdent et le déclarer publiquement. Premier jet de déclaration sur Internet cet après-midi. Comment portez-vous et quel regard portez-vous et que racontez-vous dans vos pays sur ce qui se passe en France et sur quel ton qui veut commencer? Allez, oui, moi je commence peut-être, oui. One point. Moi j'ai l'impression que j'ai vu les Français, peut-être ils sont toujours très négatifs et tout ça, mais cet hiver j'avais vraiment l'impression il y a une ambiance tellement lourde, il n'y a aucun espoir, j'ai jamais vu ça, et là je plains vraiment les Français parce que je ne sais pas comment ils veulent sortir de là. Je ne vois pas où ils vont prendre un petit peu d'optimisme, parce qu'on a l'impression, avec maintenant le scandale Cahuzac, on se retrouve dans une république bananière, parce que ce n'est pas le premier scandale qui frappe la classe politique. Il y avait bien aussi l'affaire Woerth déjà avant, et donc, je ne sais pas, on a l'impression que de partout, il n'y a que des nouvelles négatives. Donc, ouais, il faut quelque chose, un peu d'optimisme, un peu... Donc, vous écrivez dans Die Welt que les Français sont grincheux, mais que vous ne savez pas vraiment pourquoi. Ou qu'ils ne le savent pas, si, parce que quand même, il y a plein de problèmes qui ne sont pas vraiment attaqués. Et, lesquels mais bon, les problèmes structurels, donc avec... La croissance, elle n'est pas au rendez-vous. Il y a souvent des prévisions qui sont beaucoup trop optimistes jusqu'à maintenant, mais il n'y a aucun gouvernement qui, jusqu'à maintenant, a donné des prévisions qui étaient bonnes. Il y a le chômage qui augmente, il y a l'industrie qui est en déclin. Donc, il y a plein de problèmes. Et on a l'impression que les Français... Donc, en Allemagne, on a l'impression que les Français... ils ne s'attaquent pas vraiment, qu'ils sont encore un peu dans le déni. La presse allemande a été assez ironique sur l'affaire Cahuzac, et sur les Français du coup. Ironique, je ne sais pas, mais c'était encore une scandale en plus, et où on s'est dit, oui, Hollande... il a des problèmes en plus, quoi. Donc ça crée des problèmes en plus, ça va l'affaiblir encore plus. Stefano Montefiori, oui. Il Corriere della Sera. Oui, je crois que l'affaire Cahuzac a intéressé beaucoup les Italiens, et je crois qu'ils y ont vu Vous vous êtes senti moins seul? Voilà, tout à fait, parce qu'il y a toujours un aspect de détachement des élites politiques de la population, et donc ça c'est l'argument principal maintenant en Italie. On l'a vu
aux récentes élections avec la poussée énorme du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo qui a gagné 8 millions de voix, donc c'est quelque chose de très important. Et le fait qu'en France, il y a eu cette révolte contre un ministre du budget qui avait un compte en Suisse après l'avoir nié pendant 4 mois, ça peut montrer cette difficulté que la France vit aussi par rapport à ses élites politiques, le détachement de la classe politique avec le peuple. Et aujourd'hui, la déclaration de patrimoine répond un peu à ces problèmes. Qui, chez vous, existe déjà depuis longtemps, cette déclaration de patrimoine. L'autorité de garantie de la concurrence et du marché veille à ce que tous les élus et ministres publient une déclaration de patrimoine et de revenus. Oui, tout à fait. Après, vous savez, même Cahuzac avait déjà déclaré son patrimoine, il n'avait pas cité le compte en Suisse. Donc la loi est faite pour être dérogée, et donc ça veut dire pas grand-chose. De toute façon, c'est vrai qu'on est plutôt stupéfié par l'ampleur du scandale, et de toute façon, c'est vrai qu'un ministre du budget qui a un compte en Suisse, c'est pas normal. Anna Navarro-Pedro. Je pense que c'est le mot. On est à l'étranger stupéfié par l'ampleur des scandales en France, l'ampleur qu'ils prennent. Vu du Portugal, je dois vous dire, tout est relatif. Dans un pays où l'un des slogans dans les manifestations maintenant, c'est « la prochaine fois, je vote Alibaba, parce qu'au moins, je suis sûr qu'il n'amène que 40 voleurs ». Donc, vous voyez, tout est relatif. Mais humour à part, parce que c'est ce qui nous reste quand même chez nous, cette morosité française est quand même très étrange. C'est très étrange ce qui est en train de se passer avec l'opposition au mariage homosexuel en France. Il existe en Espagne depuis des années, il existe au Portugal aussi. Ça n'a vraiment pas d'impact dans la société, ça n'a pas fait s'effondrer les sociétés dans nos pays, ça n'a eu aucun... C'était pas un des indices de la crise financière, il y a eu des débats quand même aussi dans vos pays sur cette question-là. Il y a des débats et puis il y a des résistances toujours dans les sociétés, mais on ne voit pas des groupes poursuivre soit des ministres, soit des personnalités publiques dans la rue. On ne voit pas cette ambiance qui rappelle plutôt, je sais que c'est à la mode de le dire, mais c'est vrai, certaines actions des années 30 à Paris plutôt que le 21e siècle. Donc, et puis, je pense qu'en France aussi, il y a une certaine morosité, parce que quand on arrive à Paris, on ne voit pas de crise, tout comme quand on arrive à Lisbonne, on ne voit pas de crise, ou à Madrid, parce qu'évidemment, il y a toujours une partie de la population qui travaille et qui dépense, et c'est celle-là qu'on peut observer si on ne gratte pas trop dans les cafés, dans les rues. Puis, dans les pays du Sud, on a cette notion que si on perd une certaine convivialité en dehors des maisons et des foyers, on perd tout. Donc, on s'y accroche encore. Alors qu'en France, elle est moins évidente déjà. Mais en France, si vous voyagez, si vous allez en province, dans certaines petites villes, vous allez voir souvent une énorme dépression dans les rues. Vous voyez des hommes jeunes, la trentaine, qui sont en pantoufles et en survêtement à 11h du matin, qui vont chercher le pain. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Ça veut dire que ce sont des familles qui sont dans la difficulté. Des perspectives d'avenir qui se bouchent. Et puis, je pense effectivement que le système de protection sociale en France est plus élevé que dans beaucoup de pays d'Europe, qu'on ne voit pas de véritable alternative à cela dans un pays qui s'est très vite désindustrialisé et que les gens sont très conscients et qu'ils ont très très peur de ce qui peut venir ensuite. Stefano Montefiori. Oui, à mon avis, en Italie, depuis des dizaines d'années, pour la première fois, là, maintenant, il y a une sensation palpable de crise. C'est vraiment la première fois, parce que depuis toujours, en Italie, on parle de la crise. Moi, je suis né en 68, j'ai vécu enfant la crise des années 70 du pétrole, et il y avait évidemment déjà la crise, tout le monde parlait de la crise. C'était un sort de refrain continu, parler de la crise, mais on ne la voyait pas. Là, ces jours-ci, depuis quelques mois, on commence vraiment en marchant par la rue, on voit les boutiques fermées, on voit des restos qui auparavant étaient pleins, là, ils ont fermé. Donc, c'est vrai que ça donne un peu de différence par rapport à Paris ou au reste de la France, où quand même, d'un point de vue superficiel, comme ça, en marchant par la rue, on ne voit pas vraiment des gens qui souffrent. Alors que même à Milan, même à Rome, les deux grandes villes italiennes, ça commence à devenir quelque chose qu'on peut apercevoir juste en marchant. En France, l'affaire Cahuzac a mis sur le tapis donc la question de l'harmonisation fiscale à l'échelle de l'Europe. Qu'en est-il dans votre pays, à vous, Guiche Wüpper, en Allemagne? Bon, excuse-moi.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'un président comme Hollande l'a dit qu'il va lutter contre la fraude fiscale, contre la fuite dans les autres pays. Donc, on a l'impression que c'est peut-être une répétition, que c'est encore quelque chose qui est fait oralement. Et après, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait? Sinon, ouais, c'est soutenu. Hein. Stefano Montefiori, l'harmonisation fiscale en Italie? Oui, déjà le problème plus grave en Italie, c'est de faire payer les impôts aux gens. Ça a été depuis toujours le plus grand problème italien. Et après, l'harmonisation fiscale, c'est important, mais ça vient après. Et déjà, je suis plutôt surpris et admiratif du fait qu'en France, on se préoccupe beaucoup de ces problèmes. Mais de toute façon, le niveau de paiement des impôts en France, c'est incomparable avec celui de l'Italie. C'est-à-dire, en Italie, c'est vraiment, à part les fonctionnaires, toute la partie de la population qui est prélevée à la source, sinon tous les autres, vraiment, ça a été toujours très, très difficile de leur faire payer les impôts. Et ça explique en partie, évidemment, pas sur le fond, mais ça explique un petit peu des mauvais résultats italiens. Ana Navarro Pedro? Cela fait de très longues années que toute la population salariée est prélevée à la source. Il reste les travailleurs indépendants, ceux qui sont des précaires, genre auto-entrepreneurs, mais qui exercent des vrais travails comme un salarié, mais sans aucune contrepartie. Ils sont aussi vraiment tenus en laisse, si j'ose dire. Il y a une loi récente de cette année qui stipule que toute personne devant plus de 3 500 € à la sécurité sociale va en prison pour 1 an et doit payer une forte amende. Mais seules les professions libérales, celles qui ont des revenus plus élevés, peuvent un peu échapper à l'impôt. Alors du coup, oui, une harmonisation fiscale, parce que c'est sûr que le reste de l'Europe ne supporterait pas nos taux élevés d'impôts en ce moment. Donc vivement une harmonisation fiscale. Alors comment commentez-vous, vous justement, Guiche Wupper, pour Die Welt ou pour le Börsen-Zeitung, ce dialogue incessant, critique, souvent conflictuel, entre les Français et les Allemands, la doxa française, au fond disant que l'Allemagne nous conduit à mener une austérité, une politique de rigueur dont certains ministres même ne veulent pas ici chez nous, tandis qu'au fond, on a bien vu récemment que les Allemands continuent de prôner un sérieux budgétaire, une austérité budgétaire, tout en appelant la France, par exemple, et l'Europe à davantage œuvrer pour plus de croissance. Comment relatez-vous ce dialogue et cette sorte de conflit permanent? On a l'impression qu'il y a quelques politiciens français qui font dans le populisme. Donc c'est très populaire de critiquer l'Allemagne pour le rigueur et tout ça. Mais en Allemagne, on a l'impression, mais pourquoi les Français, ils n'ont pas fait ça depuis très longtemps? Parce qu'ils auraient pu éviter des problèmes s'ils auraient été beaucoup plus... je sais pas, sévère ou strict, etc. Je me souviens quand M. Sarkozy il était élu, il a tout de suite, il a donné des cadeaux fiscaux. Et déjà, à l'époque, bon, la crise, elle n'était pas là encore. Mais c'était quelque chose pour nous, les Allemands, qui était impensable. Et dans le même temps, il s'appuyait souvent sur l'exemple des réformes de Gerhard Schröder. À la fin, il se reliait sur ça, mais c'était que vers la fin. Au début, il avait dit aussi, le déficit budgétaire, on va le faire l'année prochaine, c'est pas si important. Et puis la crise est venue. Donc c'était... Ana Navarro Pedro, comment voyez-vous, vous aussi, et comment relatez-vous depuis ici, alors ce qui se passe, qui est plus fort encore dans les pays du au sud de la France, dans les conflits, les discordes introduits par la relation et le poids dit lourd et hégémonique de l'Allemagne sur le reste de l'Europe? Justement, on a dépassé un petit peu toutes les questions France-Allemagne, alors que ce moteur a été au centre de toutes les analyses jusqu'à il y a très peu de temps. Mais actuellement, il y a effectivement une critique très très forte. Il y a une véritable césure culturelle, je dirais, entre l'Europe du Sud et l'Europe germanique. Et il y a des abîmes qui se créent qui seront peut-être infranchissables. 8h16. Bonjour Brice. Bonjour Marc. C'est l'heure de votre chronique. Alors allez-vous céder à l'esprit grincheux des Français que nos correspondants déplorent, ou allez-vous au contraire faire assaut d'optimisme? Assaut d'optimisme, c'est pas dans mon tempérament, je dirais franchement.
Vous voyez, puis surtout, vous avez le sujet. Le sujet est devant vous. Et puis surtout, moi j'ai vécu dans plusieurs pays étrangers. Je suis capable de comparer les modes de vie et les qualités de vie de la France et d'autres pays européens. Mais aussi, dans l'autre sens. Bah oui, mais justement, et je fais le même constat qu'eux, à savoir qu'effectivement, on ne vit pas si bien que ça dans ce pays, et surtout, on y vit de moins en moins bien. Alors, il y a, vous me direz, ces sondages d'abord, ces sondages qui démontrent que la France traverse l'une des pires crises de son histoire. 87% des sondés estiment que le pays est moins performant sur le plan économique, selon Viva Voice. Sondage qui révèle aussi que 38% des habitants de ce soi-disant pays de cocagne le quitteraient s'ils en avaient la possibilité. C'est surtout vrai des jeunes. 51% des 25-34 ans aimeraient vivre dans un autre pays que la France. Et selon l'IFOP, 27% des jeunes diplômés en recherche d'emploi voient désormais leur avenir à l'étranger. D'ailleurs, ils s'en vont. Le ministère des Affaires étrangères, qui ne recense que les personnes qui vont se faire enregistrer dans ces consulats, estime à 150 000 le nombre de jeunes partis proposer leurs talents et leurs compétences ailleurs. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux, puisqu'on en compte 158 000 rien qu'en Suisse, 126 000 en Grande-Bretagne et 125 000 aux États-Unis, les 3 destinations préférées de nos exilés. Alors les raisons invoquées par ces jeunes qui votent avec leurs pieds contre notre fameux modèle, eh bien la France manque de dynamisme, l'insertion sur le marché du travail est trop difficile, les salaires sont trop bas, le travail n'est pas récompensé. Il y a une dépression française qui a été bien analysée par Jean-Paul Delevoye au sortir de son mandat de médiateur de la République comme fatigue psychique, se manifestant, je cite le médiateur, ancien médiateur, par un mélange détonnant de résignation et d'autodestruction. Cette dépression a des causes objectives, un déclin économique qui semble se précipiter, sans aller chercher du côté de la Chine, de l'Inde ou du Brésil. Contentons-nous de relever nos performances par rapport à nos voisins européens qui sont soumis aux mêmes défis que nous. L'INSEE nous attribue la 11e place européenne en standard de pouvoir d'achat. Nous sommes loin derrière le Luxembourg, loin derrière l'Irlande, loin derrière le Danemark, l'Autriche, la Finlande, la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, un peu plus loin, pas très loin, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Notre appareil de production est faiblement compétitif. Nos entreprises n'ont cessé de baisser leurs prix pour faire face à la concurrence mondiale. À présent, elles sont à court de trésorerie et ne parviennent pas à investir pour tenter de monter en gamme. La France dégringole dans les hit-parades de la compétitivité et de l'attractivité mondiale. Nos gouvernants nous prêchent la rigueur, mais depuis 3 ans ne cessent d'augmenter les prélèvements obligatoires, ce qui asphyxie le pouvoir d'achat et déprime la consommation. L'an prochain, les prélèvements vont atteindre un seuil absolument historique avec 46,5% de PIB, mais eux-mêmes, nos gouvernants, s'avèrent incapables de maîtriser une progression des dépenses publiques qui continue au rythme de plus de 2% l'an. La dépense publique atteindra un nouveau record à 56,9% de PIB l'année prochaine. La société française que ses élites ont trompée sur la prétendue supériorité de son modèle, parce que ses membres avaient un intérêt personnel à ne pas le remettre en cause, ce modèle, elle est en train de se réveiller, cette société, d'un long engourdissement hypnotique. Le prétendu modèle exclut d'un vrai travail 5 millions de personnes. Ses prestations sociales sont de plus en plus payées à crédit. Il n'empêche pas le développement de la misère. Les services publics, écoles, sécurité, transports en commun sont déficients. Ces élites ont non seulement failli par incompétence, mais elles affichent de plus en plus ouvertement leur cynisme et leur immoralité. À la crise économique et à la crise de régime s'ajoute à présent une crise morale. Ceux qui osent tout, pour reprendre l'expression de Jean-Sébastien Hongre, interviewé sur Atlantico, ceux qui osent tout, qu'ils soient des patrons voyous liquidateurs d'entreprises ou des racailles tenant les halls d'immeubles, agissent avec un sentiment d'impunité complet. Quant aux médias grand public, ils nous abreuvent d'un mélange de cynisme et de dérision qui contribue à installer l'idée que le poisson pourrit par la tête, que la fin approche et que le mieux qu'on peut faire est de se servir pendant qu'il est temps. Par ailleurs, les fractures au sein de la société française s'aggravent. À la violence du ton commence à s'ajouter le harcèlement des personnes, comme notre consoeur Caroline Fouret en a fait l'expérience à Nantes ce week-end. Suite à l'affaire Cahuzac, certains ont conseillé au président Hollande de changer de gouvernement. En réalité, ce dont nous avons besoin, c'est d'un profond renouvellement des classes dirigeantes, car elles ont failli. La chronique politique des matins, oui, en l'occurrence assez politique, en l'occurrence de Brice Couturier, à télécharger, retrouver sur franceculture.fr. Alors, réaction à ce portrait de notre société par Brice Couturier, Anna Navarro-Pedro. Ça me fait penser à une phrase que j'ai trouvée très belle de l'écrivain Michel Butel.
dans un documentaire qui fait un petit peu le buzz actuellement en France, Notre Monde. Il dit tout semble nous empêcher, ou tout nous empêche, je cite de mémoire, tout nous empêche d'imaginer actuellement qu'on puisse voler dans l'azur. Et puis il dit, et pourtant on peut voler dans l'azur, même dans les moments les plus durs dans la vie, même quand on enterre un proche. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe aussi, nous le savons bien, nous vivons une fin de civilisation, nous vivons une fin d'une période historique. Nous ne savons pas ce qui va se construire sur ces ruines qui sont en train de s'amonceler. Et cette incertitude, cette peur d'un monde qui s'écroule autour de nous, et cette incertitude sur le monde que nous allons construire, alors qu'il y a des forces tellement puissantes à l'œuvre contre tout ce que nous avions connu, peut expliquer aussi cette morosité des Français qui ont peut-être en Europe un sens politique, une lecture politique plus aiguë que les autres peuples. Est-ce que vous partagez ce constat? Je m'adresse à l'Allemagne, à Guy Schwepper. Je vous voyais regarder Ana Navarro Pedro, de l'hebdomadaire portugais Visão, avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et je me demandais si vous partagiez ce qu'elle disait. Nous sommes peut-être, nous, à l'aune d'un changement. Nous sommes en plein... Est-ce qu'on pense la même chose en Allemagne? Ou est-ce que justement là, il y a des vraies différences Si, je crois qu'il y a des... Oui, ou est-ce que malgré tout, ce constat est partagé? Je partage le constat de Anna, mais en Allemagne, on a une autre impression. En Allemagne, on ne ressent pas vraiment la crise. On est plutôt optimiste, parfois même un petit peu, je dirais, malheureusement, aussi un peu arrogant envers les autres. Je dois le reconnaître, parce que ça marche bien encore. Sinon, je trouvais, quand j'ai entendu ça, là, en France, c'est vraiment... Il n'y a pas d'espoir. C'est tellement pessimiste. C'est... Si, un espoir, c'est de changer une grande vague de renouvellement des élites. Mais comment vous voulez arriver? Donc, est-ce que vous vraiment... Regardez ce qui s'est passé en Italie après l'opération Main Propre. La classe politique a été renouvelée de fond en comble. C'est ce qui nous attend ici. Oui, Stefano Montefiori. Oui, à propos de l'Italie, le problème est que la classe politique a été renouvelée, mais ce sont les résultats, c'est-à-dire rien du tout, peut-être même pire. D'un point de vue, avec les yeux d'un Italien, la situation en France est vraiment très très intéressant parce que je vous entends... C'est-à-dire qu'on vous a donné beaucoup de leçons, hein, les Français, quand à chaque période où Berlusconi est arrivé au pouvoir, bien sûr. On vous taxait de laisser la porte ouverte à la déréliction, la corruption, voire le fascisme. C'était en partie vrai, mais avec les yeux d'un Italien, si on regarde la situation en France, on est quand même stupéfié par le fait que vous avez ce que nous vous envions le plus, c'est-à-dire un système politique apparemment stable, fort. Je rappelle ici qu'on a eu les élections en Italie le 24 février. On est toujours très très loin d'avoir un gouvernement. Très probablement en juillet, il y aura des nouvelles élections avec un gouvernement qui peut-être sera formé en plein milieu de l'été. Et on a voté le 24 février. Et on parle chez vous d'une coalition possible? On en parle depuis des semaines, mais finalement, ça sera très difficile. Gauche-droite Gauche-droite, mais ça sera très difficile parce que l'actuel chef de la gauche pense que ça sera l'embrassement mortel. C'est-à-dire que si on s'allie avec Berlusconi, finalement, la prochaine fois, aux élections, la gauche va avoir encore moins de voix. Parce que cette coalition est adoubée par Berlusconi. Oui, il voudrait bien, parce que c'est sa seule façon de s'en sortir. En plus, il a très peur d'être rattrapé par les scandales, par la justice. Donc, il voit dans une alliance avec la gauche une possibilité pour soi, mais c'est vrai aussi pour le pays. Mais c'est très difficile que ça va... se produire. Guy Schwepper, je vous voyais dire, aller un peu presque à une sorte de contrition. Oui, sans doute l'Allemagne parfois était trop arrogante. Il est vrai que de toute façon, ici en France, on accuse régulièrement l'Allemagne. Récemment, notre ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, a accusé l'Allemagne, et la droite allemande en particulier, d'imposer l'austérité en Europe. Comment les Allemands voient-ils et assument-ils ou non ce rôle qu'on leur délègue de gendarme de l'Europe ? Comment ils s'assument? Je crois, oui, ils pensent qu'eux, ils ont bien fait, ils ont fait l'effort, et parfois, ils ont le sentiment que c'est pas très juste parce que les autres pays ne sont pas prêts à faire d'efforts. Et nous, pourtant, pendant des années, on devrait quand même payer pour la réunification. Donc, il y avait beaucoup
Et là, on a l'impression qu'on paye encore une fois. Donc, on a l'impression qu'on a le droit de demander aux autres de faire des efforts pareils. Donc, alors, Stéphane Rosès. Oui, moi, j'aimerais bien interroger nos amis sur un terme qu'a utilisé à juste titre Brice Couturier, qui est le terme de modèle français. Parce que finalement, à vous écouter, nos amis allemands, lorsqu'ils parlent de la France, spontanément parlent des questions économiques. Nos amis italiens, spontanément, parlent de la France sur les questions politiques. Et nos amis portugais parlent spontanément de la question sociale. Je caricature à l'exprès. Alors, justement, j'interrogerais bien nos amis sur, selon vous, le modèle français où la France, elle se situe où ? On a tendance à dire en France, et c'est l'inquiétude des Français, on ne veut pas chuter et devenir comme l'Europe du Sud. Et c'est un élément qui, du coup, tétanise le pays, y compris dans sa capacité de se mettre en mouvement de lui-même. Et alors, vous situeriez les uns et les autres où la France et son modèle ? Vous diriez c'est autre chose, ça se rapproche de l'Europe du Sud, ça se rapproche de l'Europe du Nord, où mettriez-vous la France, justement dans une géographie, si je peux me permettre, Sylvain, de venir sur tes plates-bandes. D'abord, qui commence ? Bon, Stefano Montefiore. D'un point de vue du système politique, pour nous, la France, c'est quelque chose de très efficace. C'est un modèle de réussite d'un point de vue, je veux dire, de fonctionnement des institutions. C'est pour ça que depuis des années, on parle le rêve italien d'importer le système politique français en Italie. On parle du système demi-présidentiel comme une sorte d'aboutissement d'efforts qu'il faut toujours faire. Il faudrait souligner que même ce système politique exceptionnel pour nous, à notre yeux, ne garantit pas après le succès de la société et des succès économiques. Donc là, si l'on veut, ce n'est pas à nouveau un élément qui fait rêver, qui donne des espérances, d'espoir. Guy Cheveux-Peur. En Allemagne, quand on pense au modèle français, je crois que ça se situe entre le nord et le sud. C'est complètement à part. On a l'impression que le président a un rôle beaucoup trop important, que c'est un petit peu comme un monarque, sauf qu'il est élu, mais c'est quand on se retrouve dans une monarchie qui ne s'appelle pas monarchie. Et sinon... si on compare avec l'Allemagne, que c'est très très centralisé, très focalisé sur Paris, peut-être trop, on oublie les autres villes en France qui sont peut-être aussi très belles, qui ont une dynamique et tout ça. Donc voilà. Anna Navarro-Pedro. Alors, j'ai eu cette discussion souvent avec des amis nordiques et je disais que la France, pour moi, était l'idéal d'un certain savoir-vivre, une certaine joie de vivre du Sud et une certaine efficacité du Nord. Alors, mes amis nordiques, quand ils entendaient dire efficacité, ils se jetaient, ils bradaient au ciel, disant « Mais non, jamais de la vie, il y a quand même pas mal de pagaille en France. » Et puis, mes amis du Sud disaient « Non, mais quand même, c'est vraiment l'idéal, c'est une exception, effectivement. » Un modèle qui est assez autoritaire, c'est un peuple qui aime l'autorité, qui aime les gens combatifs, et ça se reflète dans la politique, ça se reflète dans les rapports sociaux. Une petite parenthèse, je lisais même récemment une expérience de productivité dans des ateliers de la RATP, qui est donc la régie des transports publics parisiens, et on a donné une prime de productivité, et ça a très vite dégénéré dans le sens positif de... Les ouvriers eux-mêmes ont négocié les coefficients et les conditions de la prime de productivité. C'est l'exception française, c'est ce qui fait un peu votre bonheur et ce qui fait votre malheur. Et c'est ce qui fait sourire Brice Couturier et Brice. Mais oui, parce que effectivement, je comprends très bien que les Italiens, avec leur système politique institutionnel qui est toujours difficile à gérer, nous envient. Notre stabilité institutionnelle est très grande. Les institutions de la Ve République, effectivement, ont construit un gouvernement très fort, un système présidentiel avec une autorité énorme. Ça a été un avantage durant les années 60 et 70. Ça nous a permis, avec cet État qui pilotait l'économie véritablement, avec cette micro-élite, avec un plan, avec un État stratège, ça nous a permis, à une époque où on avait besoin de ce type d'État-là, d'être extrêmement performant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un handicap. Et quand on compare, on nous dit le système autoritaire français concentré est très efficace. Regardez le système allemand, il est exactement l'inverse. Il n'est pas présidentiel. La chancelière a très peu d'autorité. Les Länder en ont beaucoup. Ils ont des gouvernements locaux.
Et ça marche parce que c'est mieux adapté au défi de la mondialisation. Nous avons un système avec une micro-élite concentrée dans une micro-école, dans une petite ville qui dirige le pays tout entier, et ça nous asphyxie parce que nous avons besoin de souplesse et de réactivité, et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Guy Chevupper. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire quand même, on adore, les Allemands, ils adorent aussi le savoir-vivre des Français. Hein. Donc, on n'est pas que négatif. On peut parler de nos fromages, c'est sûr qu'on est supérieur de ce point de vue-là. Sylvain Kahn voulait intervenir. Moi, j'avais simplement deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous voyez dans vos pays respectifs la jeunesse française et le système éducatif français, et puis ces études dont je faisais part tout à l'heure dans ma chronique, à savoir cette propension des Français à ne pas avoir confiance en eux. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Ah oui, complètement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je vois des amis français qui ont des jeunes, des enfants dans leur famille et qui sont en train de dire « Mais la France, Paris, j'en ai marre, c'est insupportable. » Et puis, ils partent. Voilà, la famille font en sorte qu'ils puissent partir. Et un an plus tard, ils reviennent en disant « Oh, Paris, c'est quand même pas mal. Et la France, c'est quand même pas mal. Vous savez, j'étais malade là-bas, je sais pas, à Barcelone ou à Londres ou à New York. Trouver un médecin. Non, quand même, la France, c'est pas mal. » Donc, il suffit de comparer, il suffit de vivre d'autres expériences pour avoir une palette plus grande de comparaison. Le système éducatif français reste quand même très bon. Peut-être, je crois qu'on a parlé tout à l'heure, je sais plus qui, cette poussée vers l'excellence, vers le prix, vers la compétition, elle est très dans l'air du temps. Elle est dans l'air de notre siècle, qui est extrêmement compétitif. Mais je pense qu'effectivement, c'est le plus grand poids sur les épaules des jeunes en français. Stéphane Montefiori. Oui, j'ai un des éléments qui préoccupe un peu les Italiens en ce moment, c'est l'ascenseur social qui est complètement bloqué. Et dans ce point de vue-là, en France aussi, on parle du fait que l'école n'arrive plus à être l'école républicaine qui a été vantée depuis longtemps. Il y a quelques jours, j'ai entendu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui félicitait l'école républicaine parce qu'il racontait qu'il était issu d'une famille modeste et néanmoins il arrivait à être Premier ministre. Une chose pareille est de plus en plus difficile en Italie et j'ai l'impression en France aussi, on commence à critiquer beaucoup l'école parce qu'elle est trop élitiste et on commence au CP dans la bonne école et c'est seulement de cette façon-là qu'on peut arriver dans les bonnes écoles supérieures et ça c'est un problème. Alors je voudrais qu'on fasse un petit détour par la Grèce où nous attend depuis Athènes Petros Linardos. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous travaillez donc à l'Institut du travail d'Athènes. Quelle est donc aujourd'hui chez vous la situation à Athènes ? On a vu que notamment à l'Eurogroupe vendredi, la Grèce s'était tout de même fait discrète et nous dit une dépêche, a poursuivi ses échanges assez acides avec l'Allemagne. Il faut rappeler par exemple que les Grecs aujourd'hui subissent toujours ont subi et continuent de subir une baisse très brutale de leur niveau de vie, doublée d'une récession historique, d'un chômage record, 27,2%, et que notamment, on assiste également, malgré tout, à une offensive de charme, dit-on, de l'Allemagne sur la Grèce pour contenir le sentiment anti-germanique qui se répand dans le pays. Quel est votre sentiment et l'observation sur le terrain de la situation en Petros Linardos ? Oui, mais en ce qui concerne le sentiment anti-germanique, il est en train de monter, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment en Grèce qu'on se trouve dans une situation qui empire continuellement, où il n'y a pas vraiment d'issue visible, et du côté de l'Allemagne, il y a cette pression pour continuer à appliquer une politique d'austérité et qui ne mène nulle part et qui doit être revue tous les 3 mois plus ou moins. Brice Couturier.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans notre situation actuelle? L'euro avait été créé pour essayer de rassembler et de faire converger les États du Nord et du Sud dont les économies n'étaient pas dans la même situation. On aboutit à quoi? Sur le plan économique, un éclatement encore plus grave entre ces deux types d'économies, et surtout, sur le plan politique, à des choses qu'on n'avait plus vues depuis 1945, c'est-à-dire une haine nationale entre ceux qui payent et qui en ont marre de payer, les États du Nord, et ceux à qui on demande de faire toujours plus de sacrifices, les États du Sud. Finalement, est-ce qu'il y a un parti maintenant en Allemagne, l'Alternative, qui propose de créer 2 euros, 1 euro pour les États qui sont capables de supporter l'euro, c'est-à-dire les États du Nord à qui ça fait du bien, un autre euro dévalué pour les États du Sud. Est-ce qu'on ne se dirige pas inéluctablement vers ce type de situation-là? Petros Lynardos? Oui, c'est pas nécessairement le scénario le plus probable. Vous savez, un éclatement de la zone, le retour aux monnaies nationales est aussi une possibilité. C'est ce que l'on demande en Grèce ou pas, Petros Lynardos? Oui, pardon? C'est ce que l'on demande en Grèce? C'est l'opinion publique grecque ou pas? De revenir à la monnaie nationale? Grec ne demande pas une sortie de l'euro. Jusqu'à présent, non, en tout cas. Pardon? Jusqu'à présent, non, ça n'était pas le cas dans ce qu'on a pu lire. Non, ça n'était pas le cas, parce que cette question de l'euro est liée à l'appartenance à l'Europe. Les Grecs avaient un désir très fort de participer à l'Europe, de devenir un pays européen. Mais il y a une minorité qui pense réellement que le retour à une monnaie nationale est la seule possibilité. Et on est très inquiet dans le reste de l'Europe de la montée du parti L'Aube dorée, parce qu'on a l'impression que plus l'austérité frappe dans les dépenses publiques, moins les services publics sont assurés par l'État grec, et plus Aube dorée se substitue dans la rue à ces services publics défaillants en les exerçant à leur place. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque véritablement, dans un pays qui a quand même connu une dictature militaire assez prolongée avec vos colonels, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour d'une extrême droite qui ne vous permettrait pas de rester en Europe? Oui, écoutez, 2 choses, je voudrais vous dire à ce propos. Premièrement, qu'il faut comprendre qu'on est dans une situation de destruction systématique de l'État social. Le système de pension ne va pas survivre, la santé est au bord de la faillite complète, etc. Et il n'y a pas de police dans les rues, paraît-il. Ne situe pas. C'est un mythe. Aube dorée, avec l'aide des médias, fait des petites publicités comme ça de distribution de vivres. Il y a de l'autre côté, il y a un courant de solidarité au niveau local, etc., qui n'a rien à faire avec Aube dorée. Ceci dit, le danger dont vous avez parlé est réel. Et parce que, non seulement parce que Aube dorée a des gens qui votent pour eux, mais aussi parce qu'ils sont soutenus par la police et par l'attitude de plus en plus répressive du gouvernement. Petros Lynardos, dans ce débat sur la rigueur avec l'Allemagne, et par exemple imposé à la Grèce par l'Allemagne, on a pu lire notamment qu'il est entretenu par la résurgence d'un vieux débat porté par le parti de gauche radical Syriza et le vieux résistant Manolis Glezos, celui des réparations allemandes à la Grèce pour les crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. Bien sûr que c'est une réalité. Les gouvernements d'après-guerre avaient choisi de taire cette question de réparation. C'est de l'argent dû à l'État grec. 162 milliards d'euros. Pardon? 162 milliards d'euros. Oui, exactement, oui. Et le fait, c'est un choix politique, un choix informel qui avait été fait par les gouvernements de la droite dans l'après-guerre. De ne pas réclamer cette somme d'argent. On a vécu très mal ces attaques et ce débat-là en Allemagne, Guy Chevupeur.
Oui. Le ministre Wolfgang Schäuble a dit au ministre grec que s'il fallait régler, si litige historique il y avait à régler, il fallait dans ces cas-là en convaincre la justice internationale, mais que l'Allemagne d'aujourd'hui n'avait pas à se mêler de ça. On est effectivement un peu choqués, même si oui, c'est une question toujours très délicate en Allemagne pour les réparations et tout ça, parce qu'on est toujours conscient de ce qu'on a fait. Sinon, ça a choqué que Angela Merkel, elle était présentée, je crois, souvent avec la petite barbe de Hitler en Grèce. Donc oui, ça fait du mal, hein, parce que quand même... Alors, Stéphane Rosès, Sylvain Kahn, Oui, ce qui est frappant dans la dynamique de l'échange quand même, c'est que spontanément, personne n'a parlé de l'Europe dans la première partie. Là, on en parle maintenant sous un angle effectivement plutôt négatif. Et là, on voit quand même les tensions. Pour revenir à l'idée de modèle, Brice Couturier disait nos élites et le modèle n'est pas à la hauteur. Pour ce qui concerne la France, me semble-t-il, le dysfonctionnement de nos élites vient du fait que le modèle français, c'est une projection dans l'avenir portée par le politique et que pendant quelques décennies, nos dirigeants se sont irresponsabilisés derrière l'Europe comme la France en grand, et que la monnaie unique et non pas monnaie commune qui a été mise en place était une monnaie unique façonnée par l'idée allemande qu'elle se fait de l'économie. C'est ça la réalité, au nom de ce que nous partageons tous ici, qui est au nom d'une idée de l'Europe. Et c'est ça la difficulté que l'on a maintenant, c'est qu'effectivement on comprend la Grèce, elle ne veut pas lâcher l'euro parce que c'est le seul élément qui tient ensemble encore les Européens, mais la politique de l'euro ne vise en aucun cas à rapprocher les peuples. Elle vise à avoir un cours de la monnaie qui satisfasse une certaine conception de l'Europe monétaire, qui est la conception allemande. Et c'est là la difficulté, et c'est là où les Français, me semble-t-il, ne sont pas à la hauteur de la crise, car l'Allemagne vient de lâcher la France en faisant une alliance avec les Anglais lors du dernier traité européen, et la France, qui d'habitude a la capacité stratégique de porter un propos, parce que c'est la France qui a fait l'Europe dans sa conception au départ, là, me semble-t-il, est dans une panne stratégique, parce que le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle a la puissance économique et elle n'assume pas sa puissance politique pour des raisons liées à son propre imaginaire et à son histoire passée. Et à sa constitution alors là, même. la France n'est pas à la hauteur en termes de stratégie et de propos européens. Commentaires qui se Nana Pedro et Stefano Montefiori. Plusieurs choses. Concernant encore l'euro, un petit rajout. Effectivement, une des données du problème de l'euro, c'est aussi le fait que cette monnaie favorise l'excédent commercial extérieur de l'Allemagne et qui se fait au détriment des autres pays en Europe. Sur la dette, deux choses, les Allemands ont l'impression, et on leur dit tous les jours, les dirigeants, pour des raisons électoralistes, qu'ils payent en fait quasiment les salaires des fonctionnaires des pays du Sud. C'est un petit peu ce que dans l'imaginaire public allemand s'est établi, alors qu'effectivement, il faudrait savoir que la plupart de l'argent, les 78 milliards au Portugal, l'argent à la Grèce, c'est différent la Grèce un peu, mais à l'Irlande, c'est allé aux banques, en grande partie aux banques allemandes et françaises, qui sont créancières de ces pays. Peu d'argent est allé aux banques même du pays qui était aussi créancière. Et puis, dernière chose, il y a un énorme problème derrière toute l'Europe actuellement avec cette politique d'austérité. Cette politique d'austérité qui nous est imposée, elle vise d'abord à installer une certaine sécurité vis-à-vis des marchés financiers. Ce qui veut dire que cette sécurité doit exister indépendamment des résultats des élections. Et le cadre qu'on est en train d'établir est un cadre d'une démocratie sans démocratie, en fait. Et c'est cela que les citoyens européens ressentent. Vous n'exagérez pas un peu? On vote librement dans tous ces pays. On vote librement, mais est-ce que nous pouvons, si notre résultat de notre vote déplaît à l'Europe,
l'Europe, est-ce qu'on ne revote pas? Quand l'Irlande, déjà ça vient d'un certain passé, quand l'Irlande votait contre l'euro, est-ce qu'on n'allait pas obliger l'Irlande à revoter et ainsi de suite? Et Berlusconi. Et excusez-moi, juste dernière petite chose. Oui, parce que je vais donner la parole au Corriere della Juste pour Sera. finir, au Portugal, parce que c'est très important, quand le Portugal vote en 2011, il y a 3, 4, 5 partis qui vont aux élections avec des programmes soi-disant différents, mais les 3 seuls partis qui peuvent être des partis de gouvernement ont été obligés à signer le même programme de gouvernement avant les élections. Ils ont été obligés de le signer par le FMI, le Fonds monétaire international, la Commission européenne, l'Union européenne et la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle la Troïka. Donc le programme était établi d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire pour une démocratie? Stefano Montefiori pour l'Italie, il Corriere della Sera. Oui, en Italie, on a la même impression sur le fait qu'il y a un déficit démocratique européen. Après, c'est difficile d'établir quels sont les majeurs responsables. D'un point de vue économique, c'est vrai que quant à l'euro, on a toujours pensé qu'il fallait rentrer dans l'Europe, il fallait s'accrocher à la monnaie unique, mais après, ça a été une des principales causes de la crise économique italienne. L'économie italienne s'est toujours basée sur la dévaluation, sur l'exportation. Là, à ce moment-là, on ne peut plus le faire, alors que le Japon, les États-Unis battent la monnaie pour relancer leurs économies. L'Europe ne le fait pas et ça arrive à endommager surtout l'Italie. Après, il faudrait relancer peut-être le processus européen de construction politique, mais c'est très difficile. Et parfois, on pense que c'est la France qui freine le plus par rapport à l'Allemagne sur le côté politique de l'Europe. Sylvain Kahn. Oui, à mon avis, il faut faire attention à ne pas réécrire l'histoire récente. C'est-à-dire l'histoire des années 90 à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les énormes défauts que nous constatons en ce moment dans la gestion de la zone euro, qui révèlent des défauts de conception, n'étaient pas prévus. Je veux dire, personne n'a souhaité ce qui se passe aujourd'hui. Et l'euro, au départ, c'était une mutualisation de la zone marque par tout le monde et pour tout le monde. Et deuxièmement, il y avait bien cet objectif très important de rapprocher les niveaux de développement. Le fait que ça n'ait pas marché ne veut pas dire que c'était ça qui était prévu. Mais je voudrais en revenir à une question à nos amis européens. Est-ce que vous pensez que les Français ont une méfiance plus grande pour la mondialisation que vos compatriotes? Allez, et très rapidement, parce que nous arrivons au bout. Alors, Stefano Montefiori. Non, je crois qu'on a le même niveau de préoccupation par rapport à la mondialisation. Et c'est vrai qu'en Italie, j'ai l'impression qu'on a un sentiment pro-européen plus fort, qui est mis en doute dernièrement à cause de la crise politique. Mais sinon, on a une ouverture vers l'Europe et la mondialisation assez forte. Guy Chevupert. Non, oui, je crois que les Français, effectivement, ils ont plus ce préjugé contre la globalisation. Ils ne sont pas assez ouverts. C'est regardé comme quelque chose de négatif. Surtout aussi parce que les politiciens français n'ont pas arrêté à dire que tout le mal vient de l'extérieur. Et c'est bien dommage. Anna Navarro-Pedro. Oui, très certainement. D'ailleurs, les Français ont le mot mondialisation. Le reste du monde utilise le mot globalisation. Maintenant, j'ai des amis universitaires portugais qui essayent de faire des correspondances entre les deux mots en disant qu'il y a quand même des nuances dans les deux vocables. Et les Français ont peut-être saisi mieux ces nuances. Mais nous, on ne l'a pas vu assez à temps. Et le dernier mot à notre correspondant en Grèce, Petros Linardos. Oui, écoutez, la mondialisation doit être revue, il me semble. C'est-à-dire que, comme vous dites, les Français ont peut-être un peu raison à ce propos-là. On peut pas, si on pense aujourd'hui à une stratégie de reconstruction de l'Europe, d'égalisation des rapports entre les économies nationales, eh bien, il faut abandonner l'idée d'une libre circulation des marchandises entre tous les pays. Il faut imposer une certaine régulation, il me semble. Le tout dernier mot, Petros Linardos, tout fout le camp, dites-moi, avec la crise. On a appris le 13 avril que la famille Onassis a vendu l'île de Skorpios à la fille d'un Russe. Ah oui. Ben, écoutez, c'est pas, on applique, c'est beaucoup d'entreprises et de multinationales qui partent de Grèce.
Donc, une politique qui est censée emmener des capitaux et emmener des investisseurs, en réalité, les pousse à la sortie. Voilà, il faut rappeler que c'était donc en octobre 68 sur l'île de Scorpios que Aristote Onassis avait épousé, la veuve du président américain, avait épousé donc Jacqueline Kennedy. Merci à vous tous de vous être prêtés à cette sorte de concours de l'Eurovision dans les matins de France Culture. Anna Navarro Pedro, Guiche Vuper, Stefano Montefiori et à vous également depuis la Grèce, Petros Linardos. Nous avons appris...